C'est maintenant l'heure pour la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci et toi? En pleine forme. Aujourd'hui, tu as choisi un thème qui rentre bien avec la Saint-Valentin. On voulait parler de chocolat. Est-ce que c'est un petit peu pour cette raison-là? Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Donc, on va parler de l'histoire du chocolat d'une certaine façon, qui fait partie de nos vies à un tel point qu'on oublie que le chocolat a une histoire qui a traversé les âges, les cultures, les continents. Ouais, Donc, c'est vrai. Une histoire assez fascinante. D'abord, on veut explorer la fabrication, comment on en fait le chocolat? Donc, dans le fond, le chocolat est tiré d'un genre de fruit là, qu'on appelle le cacao, qui lui-même vient de l'arbre cacaoyer. Et donc, il y a des fèves à l'intérieur. Et donc, ces fèves-là, on les fait fermenter. On va les torréfier, donc les griller. On va les broyer. Puis ça va produire une pâte. Puis à l'intérieur de la pâte, il y a une graisse qu'on appelle le beurre de cacao. Et donc, c'est ce beurre de cacao-là qui permet de faire le chocolat. Là, on va rajouter du lait, du sucre, des matières végétales, toutes sortes de produits. Et ça va donner le chocolat qu'on connaît aujourd'hui. Et d'où vient l'origine du mot chocolat? Je sais pas si je vais être capable de le prononcer. Ça vient du mot aztèque. Il y a des débats, là. Est-ce que c'est un mot aztèque ou maya? Mais en général, ça viendrait des Aztèques, qui étaient un empire au Mexique. Oui. Et donc, ça viendrait de Socoatl. Donc, Soco, qui veut dire amer ou acide, et Atl, qui veut dire de l'eau. Okay. Donc, de l'eau amère, de l'eau acide. Donc, le goût de la fève, quand on y goûte, c'est extrêmement amer. C'est presque pas mangeable ou buvable. Et donc, il faut l'adoucir. Et les humains ont toujours trouvé des formules pour le rendre plus agréable au goût. Donc, c'est vrai. On voulait goûter. Ouais, c'est pareil avec comme le café, par exemple, ou d'autres aussi. Tu sais, il faut trouver une bonne façon pour le préparer. Voilà. Parlons justement de comment ils utilisaient ça, les Aztèques et les Mayas. Donc pour eux, le cacao est un fruit sacré, donc qui venait des dieux. Donc, ils vont le broyer, ils vont le griller et ils vont mélanger le beurre de cacao avec de l'eau et du maïs pour lui donner, de la farine de maïs en fait, pour lui donner cette texture-là qui est un petit peu mousseuse. Et eux, ça c'est intéressant, eux ne mettaient pas du sucre comme plus tard on va faire ou du lait, mais du piment. Donc, pour enlever l'amertume qui est très forte avec le cacao, qui est souvent d'une couleur noire. Donc, les Aztèques, les Mayas le buvaient froid et c'était réservé aux élites, notamment lors des cérémonies religieuses. Okay. Seuls les grands prêtres et les souverains pouvaient boire ce liquide-là. Ce liquide-là qui est très fort et qui donne un peu d'énergie. Et donc, les guerriers en buvaient avant le combat et les souverains, notamment le souverain Montezuma, parce que c'est une boisson énergétique, prenait son liquide avant de rejoindre ses concubines dans le harem. Et donc, l'idée que le chocolat est aphrodisiaque vient probablement de là parce qu'il donne un petit peu d'énergie. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu avais mentionné comment ils ajoutaient du cayenne dans leur chocolat. Ça me fait penser à le film Chocolat. Sûrement tu l'as vu. Oui, bien sûr. C'est le classique. C'est le classique, je veux dire, voilà. Mais justement, elle explique comment dans son chocolat chaud, elle mettait de la poudre cayenne dans le chocolat chaud. Puis les gens en France, parce que ça se déroule dans un petit village en France, ils sont pas habitués à ça. Ils pensaient, c'est-tu de la cannelle? Mais non. Elle mettait de la cayenne. Fait que, non, mais c'est cool. Ça m'a fait juste penser à ça. Un jour, bien sûr, le chocolat a fait son tour en Europe. Des colonisateurs sont venus, j'imagine. Oui, en fait, le premier Européen à être confronté au cacao, parce que c'est pas encore du chocolat, c'est Christophe Colomb.
on va les populations locales vont lui faire goûter ça et il va détester. C'est amer. Il va tellement détester qu'il ne l'apportera pas lors de son voyage de retour parce que il avait amené avec lui toutes sortes de produits du Nouveau Monde pour le montrer à la reine Isabelle de Castille, mais c'est tellement mauvais qu'il n'ose pas l'amener avec lui des fèves de cacao. C'est plutôt le conquistador Hernán Cortés qui va conquérir l'Empire aztèque, il va conquérir le Mexique. Et donc, il va être à la cour des souverains aztèques à Tenochtitlan. Et eux vont la cour, il va découvrir à la cour aztèque le cacao et lui il va voir le potentiel de ça. Et donc, c'est lui qui va amener le cacao ainsi que la recette en Espagne. Et pendant très longtemps, c'est un peu drôle à dire, mais là où le chocolat va être très populaire, très renommé, c'est en Espagne. Alors, quand on pense à l'Espagne, on pense pas à un fabricant de chocolat. Pas tout à fait. Et les Espagnols vont rajouter du sucre ou du miel. Ah. Et donc, c'est là qu'on va passer du piment, donc du chocolat épicé, à un chocolat davantage sucré. Mm-hmm. Et puis de là, ensuite, c'est pas mal éparpillé à travers le reste de l'Europe. Oui, parce qu'il y a une dame qui est la mère de Louis XIV, qui s'appelle Anne d'Autriche, qui, malgré son surnom, en fait, elle est espagnole. D'accord. Et donc, elle va arriver à la cour de France avec ses servantes pour marier le roi de France, Louis XIII. Et donc, c'est elle qui va introduire la dégustation du chocolat chaud. Et parce que là, les Espagnols vont boire le liquide chaud, alors que les Aztèques, c'était plutôt froid. Et on va mettre du sucre. Et donc, ça va être réservé vraiment au salon de la cour. C'est un luxe, c'est un produit de luxe uniquement pour les élites, donc uniquement par l'aristocratie et formellement interdit aux enfants. C'est un plaisir d'adulte, pas d'enfants. Donc, les enfants qui se barbouillent de chocolat, c'est relativement récent. Ça date plus du 19e siècle. C'était vraiment... les enfants étaient interdits. C'était dans les salons, les gens se rencontraient, dégustaient. Et, tout ce qui est vraiment nouveau, c'est très limité à qui ça peut... Voilà. Ouais. Donc, mais on va voir qu'il va y avoir une démocratisation. D'accord. Comment justement est-ce que le chocolat s'est démocratisé? Tranquillement, il va y avoir des cafés qui vont apparaître. Et il y a des gens qui, avec des moulins, vont réussir à prendre les fèves de cacao et à extirper le beurre de cacao, parce que c'est le beurre qui réussit à faire le chocolat. Et donc, on voit apparaître des chocolateries, notamment en Angleterre, où le chocolat arrive beaucoup plus tard, vers 1650, puis en Amérique, c'est 1765, en Amérique du Nord. Et donc, dans ces chocolateries-là, on va commencer à faire du chocolat, toujours liquide, ça n'existe pas le chocolat solide, c'est du chocolat chaud. Et donc, il y a comme des cafés. Les gens vont là pour déguster du chocolat chaud, discuter, philosopher, parfois comploter. Et donc... Tout ce qui est le fun. oui, finalement, tous les plaisirs. Et c'est là que ça s'étend davantage. Je dirais, c'est plutôt la bourgeoisie qui a accès, parce que ça reste encore un produit de luxe, mais davantage accessible aux classes moyennes. D'accord. Donc, justement, c'était encore en forme liquide. Oui. Mais quand est-ce qu'on retrouve le chocolat solide? À partir de 1828, il y a un monsieur qui s'appelle Van Houten, qui va créer vraiment un moulin mécanique. En fait, c'est comme une presse hydraulique qui permet de séparer le beurre de cacao, qui est de la pâte, de la matière grasse. Et là, ça devient vraiment davantage industriel. Et donc, si un jour, on a nos spectateurs qui vont en Belgique, ils vont voir la marque Van Houten, qui est un Néerlandais. Donc, ils vont le voir en Belgique et aux Pays-Bas. C'est le même Van Houten qui a créé cette presse hydraulique-là. Wow. Et donc, à partir de ce moment-là, on est capable de faire du chocolat qui est solide. Et les premières barres de chocolat, ça arrive quand même assez tard, 1847. Oh, OK. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et là, il y a je crois que c'est des Américains
qui vont avoir l'idée d'introduire dans les barres de chocolat, qui sont des chocolats noirs, donc quand même assez amers, du lait. Et là, ça va devenir le chocolat au lait. Les premiers chocolats au lait, ça arrive en 1875. Oh, quand même! Donc là, on se rapproche. On se rapproche du chocolat qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça m'étonne quand même. Moi, je pensais que le chocolat au lait était venu beaucoup plus tard que ça. Oui. Donc, ça va venir assez tard. Et là, le chocolat devient vraiment... ça va s'étendre davantage au reste de la population. Puis c'est là qu'on va commencer à avoir des dérivés comme le glaçage, les pâtisseries, la crème glacée, les biscuits. Puis ce qui est très intéressant aussi dans la démocratisation, c'est qu'on va retrouver les chocolats dans les drugstores puis les pharmacies. Notamment, il y a Jean Dennihaus à Bruxelles qui va populariser le chocolat. Lui, c'était un pharmacien. Il prescrivait des médicaments, mais les médicaments, c'est pas très bon. Il y a personne qui voulait en prendre. Donc, il prenait les médicaments, il les enrobait de chocolat. Et donc, la première chocolaterie en Belgique, c'était une pharmacie. Wow. Et c'était pour inciter... C'est comme quand tu essaies de donner du médicament à ton chien ou ton chat. Oui, c'est un peu ça. On n'est pas capable de prendre quelque chose qui goûte pas bon. Donc ensuite, probablement, le pharmacien envoyait ses clients chez le dentiste. Oui, exactement. Il y a une petite conspiration qui se forme là. Déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite vient aussi la création de 3 types de chocolat. Oui, exactement. Donc le premier chocolat, ça va être le règne de ce chocolat-là pendant très longtemps, c'est le chocolat noir. Donc le chocolat noir contient du cacao de 50 à 99%. Donc plus il est pur, c'est-à-dire plus le pourcentage de cacao est élevé, plus c'est amer. Et donc, on rajoute du sucre pour l'adoucir. Donc, un chocolat noir, on considère, c'est entre 50% et 99%. Ensuite, vous avez le chocolat au lait, donc qui lui apparaît vers 1875. Donc, c'est entre 20 et 50% de chocolat. De cacao. Donc, il est, disons, le goût est beaucoup moins amer. Donc, c'est vraiment pour adoucir. Et finalement, en 1930, on va faire le chocolat blanc. Et donc, on prend une partie du beurre, du cacao, mais on va rajouter du sucre et du lait. Et là, le cacao, c'est pas fait avec le cacao, en fait, c'est fait avec la matière grasse du cacao. Donc, ça serait un peu... c'est un genre différent, mais c'est quand même du chocolat. C'est pour ça qu'il y a cette couleur blanche-là. Et bon, qui est évidemment le plus nourrissant, c'est le cacao noir, le chocolat noir. Et le mais il y a moins d'ingrédients ajoutés. Oui, puis il est très amer. Et celui qui serait peut-être le moins nourrissant, parce que c'est fait avec la graisse, dans le fond, là, la matière la graisse du cacao, c'est le chocolat blanc, mais c'est si bon. Ouais. C'est très bon, je suis totalement d'accord. Maintenant, il y a quand même 3 pays qui sont les plus renommés pour le chocolat. Lesquels? Donc voilà, la Suisse, elle s'est spécialisée vraiment dans le chocolat au lait avec des noisettes. Les Allemands, eux, vont faire plutôt des pâtisseries, comme le fameux gâteau Forêt Noire, là, donc qui est avec la crème de la crème fouettée, mais bon, il y a le gâteau au chocolat, il y a des cerises par-dessus ça, c'est vraiment bon. Et il y a la Belgique qui vont vraiment se spécialiser dans les fourrés, c'est-à-dire c'est des chocolats qui sont très onctueux, mais à l'intérieur il y a du caramel, il y a de la confiture, il y a des fruits, tout ça. D'accord. Donc c'est des chocolats qui sont très doux, qui fondent dans la bouche. Donc bon, on dit que c'est parmi les meilleurs au monde là, donc c'est donc ça serait vraiment les 3 plus renommés, Suisse, Allemagne et Belgique. Et curieusement, il y a l'endroit où le chocolat a été implanté, l'Espagne, est beaucoup moins connu. Donc, ouais.
drôlement. Et là, quand on se pose la question, mais quel pays consomme le plus de chocolat? Est-ce que ça reflète aussi ceux qui sont le plus renommés? Pas nécessairement. Les deux champions, toutes catégories, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse et l'Allemagne. D'accord. Donc, à peu près 10 kilogrammes par année par habitant. C'est quand même pas mal. Ça en mange du chocolat dans toutes ses formes. Voilà. Ensuite, c'est les États-Unis, ce qui peut être surprenant. Oui. On a souvent l'impression que avec les grandes industries, ça serait les États-Unis en premier, mais pas au niveau de la consommation. Donc, ça sera environ 5,5 kg, suivi par la Belgique et finalement le Royaume-Uni, ça serait 4 kg. Quand même. Et nous, au Canada, on le sait pas. Je suis certaine qu'on est aussi. On le sait pas, non, mais ça doit être dans ces... J'ai pas vérifié, mais ça doit être dans ces eaux-là aussi, probablement. C'est ça. Tout un parcours pour les graines de cacahuètes. Cacao. Les fèves de cacao. Les cacahuètes, ça sera une autre émission. C'est une autre chose. C'est toute autre chose. Mais oui, justement. Vraiment tout un parcours et c'est devenu quelque chose de très, très consommé aujourd'hui. Merci beaucoup de nous en parler. Puis je suis certaine que maintenant, les gens ont tendance à vouloir aller en acheter, là, qu'on vient d'en parler. Moi, j'ai envie d'en manger en ce moment. C'est ça, exactement. On va aller au magasin. Merci beaucoup, Jean-Philippe.